Kingston, 3 décembre 1976. 56 Hope Road. Une voiture freine sec. Des hommes descendent. Rafale. Cris. Bob Marley. Touché à l'épaule. 2 jours plus tard, Bob monte sur scène. Devant 80 000 personnes. Il joue 90 minutes. Mais derrière la fumée et le sang, une vérité dérangeante. Bob Marley n'était pas qu'un chanteur. Il parlait plus fort que les politiques. Et ça, l'État ne pouvait pas laisser passer. Années 70, une île paradisiaque, mais en réalité, un champ de bataille. D'un côté, Michael Manley, premier ministre socialiste, ami de Castro, proche de l'URSS. De l'autre, Edward Seaga, chef de l'opposition, adoubé par Washington. Et derrière eux, 2 superpuissances qui tirent les ficelles. États-Unis vs Cuba, capitalisme vs socialisme. La Jamaïque devient un pion sur l'échiquier mondial. Tivoli Garden, c'est le quartier du JLP, le parti pro-américain. Là-bas, tout le monde doit voter JLP. Les gangs protègent le coin, fusil à la main. En face, t'as Arnett Garden, qu'on appelle Jungle, quartier du PNP, le parti de Michael Manley. Même système, loyauté contre protection. En gros, chaque camp a son quartier, ses soldats, ses flingues. La politique, ici, ça se règle pas avec des discours. Ça se règle avec des balles de M16. Juin 1976. Manley déclare l'état d'urgence. Des centaines d'arrestations. Le pays est au bord de la guerre civile. Depuis 50 ans, le pays est sous la coupe de gangs ultra dangereux. À l'origine, c'était de simples milices, financées et armées par les 2 principaux partis politiques du pays, le PNP de gauche et le JLP de droite, se disputent le pouvoir et sont prêts à tout pour contrôler le territoire. Au milieu de ce chaos, un chanteur, Bob Marley. Il dit être apolitique. Mais sa voix, elle parle à tout le monde, dans les ghettos, dans les ambassades, jusque dans les couloirs de Washington. Ses concerts réunissent des dizaines de milliers de personnes. Ses chansons deviennent des hymnes. Et quand il accepte de jouer au concert Smile Jamaica, le 5 décembre 1976, les rivaux paniquent. Pour certains, Marley devient l'arme politique ultime. Pour d'autres, une menace à neutraliser. 3 décembre 1976, 2 jours avant le concert. Marley répète chez lui, 56 Hope Road. Soudain, 7 hommes armés débarquent. Bob est touché, épaule, torse. Rita, une balle rase son crâne. Don Taylor, manager, reçoit plusieurs balles dans l'abdomen. Tout le monde croit qu'ils vont mourir, mais par miracle, ils survivent. Et Marley, avec son humour fataliste, dira « Ils ont tiré sur l'agent, mais pas sur le messager. » 48 heures plus tard, il monte sur scène. 80 000 personnes, blessés, bandages visibles. Il chante 90 minutes. Derrière ce miracle, un vide glaçant. Parce que ce soir-là, Bob Marley aurait dû mourir. Et pourtant, aucun procès, aucune condamnation. La police jamaïcaine a bien ouvert une enquête. Il y a eu des arrestations, mais très vite, plus rien. Les suspects ont même été relâchés sans procès. Dossier refermé. Silence. Dans la presse, un câble de l'ambassade américaine fait surface. Titre, Reggae Start Shot. Motif probably political. Socialist, fascist. I don't know who them is. We never really get to really find out who it was. White people, black people. The system. Tout le monde sait que c'est un attentat politique. Pas un cambriolage, pas une erreur. Mais personne n'a jamais remonté la chaîne. Ni les tireurs, ni les commanditaires. Et ça, c'est le vrai scandale. Quand tu touches à une star mondiale et que l'État laisse l'affaire s'enterrer, tu comprends que Bob Marley était plus qu'un chanteur. Parce qu'en Jamaïque, un crime de cette ampleur sans justice, c'est pas de l'incohérence, c'est pas de l'incompétence, c'est une décision. Enquêter, ça voulait dire accuser les partis eux-mêmes, les gangs armés du JLP ou les hommes du PNP, autrement dit, accuser ses propres partis. Alors l'État a choisi la solution la plus simple, le silence. Et Marley, lui, comprend. Il a survécu, mais il n'est plus en sécurité, ni dans sa maison, ni dans son pays. Quelques mois plus tard, il s'en va, direction Londres, un exil forcé, pas pour la gloire, pour sauver sa peau. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est pas pour les geeks, c'est pour tout le monde. Parce que croire que le monde incognito suffit, c'est une illusion. Ton fournisseur internet, ton école, même ton propre Wi-Fi, ils savent tout. Tout ce que tu tapes, tout ce que tu cliques, et t'as même pas idée de qui t'observe. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Une note quasi parfaite sur Trustpilot et des serveurs dans plus de 100 pays. En gros, tu cliques, tu navigues et personne ne sait ce que tu fais. 100% de ton trafic est crypté. Même ton fournisseur ne voit rien.
Tu veux mater Netflix US, Prime Japon, Disney Canada? T'as juste à changer de localisation. En 2 clics, et t'as accès à plus de 40 plateformes en streaming. Sans limite. CyberGhost, tu l'installes sur tout. Windows, macOS, Android, iOS, même ta Smart TV. Et tu peux l'utiliser sur 7 appareils à la fois. Toi, ta copine, tes potes, la MIF. CyberGhost ne garde aucune donnée. Même eux ne savent pas ce que tu fais. Et t'as un support client 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Plus une garantie de remboursement de 45 jours. Tu restes, tu vois. Si t'aimes pas, tu rembourses. Et là, écoute bien, pour les abonnés de notre chaîne, CyberGhost est à 2,03 € par mois. Je vous laisse le lien dans la description. Tu télécharges CyberGhost VPN, tu protèges ta vie numérique. Et tu navigues enfin tranquille. On a fouillé, et dans les archives déclassifiées des Frus, on tombe sur des documents lourds, des télégrammes d'ambassade, des notes de la CIA, des mémos de la Maison Blanche, des discussions entre hauts responsables. Et dans ces pages, noir sur blanc, signé Washington, option d'action secrète en Jamaïque. Les États-Unis cherchaient des moyens de peser directement sur l'île. Propagande, infiltration, financement de groupes hostiles au gouvernement de Michael Manley. Au même moment, Marley rassemblait des foules, plus grandes que n'importe quel meeting politique. Un artiste devenait une force politique, sans jamais se présenter aux élections. Rien ne cite Bob Marley, mais ça prouve une chose. La Jamaïque était bel et bien un terrain de la guerre froide, et la CIA y avait les yeux rivés. Alors oui, Marley n'apparaît pas dans les documents, mais imagine, un chanteur qui rassemble 80 000 personnes, dans un pays où Washington craint l'influence de Cuba. Clairement, ça faisait tâche dans le rapport. Un homme, une guitare et des foules entières. Ça suffisait à inquiéter une superpuissance. Londres, 1977. Bob Marley s'exile. Il quitte la Jamaïque après l'attentat. Il enregistre Exodus, un album culte. Mais cette même année, la nouvelle tombe. Diagnostic terrible. Un mélanome acral lentigineux. Un cancer rare, découvert à l'orteil droit. Les médecins recommandent l'amputation. Marley refuse, par conviction religieuse. Chez les Rastas, l'intégrité du corps est sacrée. Pendant 4 ans, il lutte. Il joue, il tourne, il enregistre. Jusqu'à son dernier concert, Pittsburgh, 23 septembre 1980. Quelques mois plus tard, son état se dégrade. Le 11 mai 1980, à Miami, Bob Marley meurt. Bob Marley était né à Kingston en 1945 et il est mort d'un cancer généralisé. Un pays en deuil, un monde choqué, une légende qui vient de naître. Après l'attentat et l'exil, une chose devient claire. Bob Marley n'était pas juste un chanteur, il était surveillé. Les documents obtenus via le FOIA le confirment. Marley figurait bien dans les listes de personnalités suivies par les services américains. Pas une rumeur, pas une légende urbaine, un document officiel, estampillé par l'État. Pourquoi ? Parce qu'il avait un pouvoir que les politiciens n'avaient pas. Un concert, c'était 80 000 personnes dans la rue. Un refrain, ça devenait un slogan. Et au milieu d'une île divisée entre Washington et la Havane, ça pouvait peser plus fort qu'un discours d'un homme d'État. Dit que la politique tue les hommes, les divise. Ils ne sont plus ensemble, et ce qui arrive, c'est que les gens s'entretuent pour des idées politiques. Je pense que sans la politique, les gens vivraient plus libres. En clair, Bob Marley était fiché, parce qu'il pouvait influencer l'opinion, parce qu'il parlait au peuple comme aucun premier ministre ne savait le faire. Et pour un État qui voulait garder le contrôle, ça faisait de lui une cible à surveiller de près. 1981, funérailles nationales en Jamaïque. Chef d'État, dignitaires, musiciens du monde entier. La foule envahit les rues de Kingston. Un cortège digne d'un héros national. Bob Marley devient une légende mondiale, un prophète du reggae, une icône de paix. C'est lui qui a contribué à sortir le reggae, musique d'origine jamaïcaine, des ghettos de Kingston. Il était le porte-parole des opprimés du tiers-monde. Il avait réussi à atteindre des millions de personnes avec cette musique issue du calypso et du blues, le reggae. Mais derrière la célébration, une réalité glaciale. On n'a jamais identifié les tireurs. On n'a jamais su qui a commandité l'attaque. Yes, you know, up till now, we don't even know who it was, you know what I mean, but somebody said it was politically motivated, but who are they? The system. The system, right? The system. The system caused it. The divide and rule and all this fighting. Et voilà le paradoxe. L'État jamaïcain lui offre des funérailles d'honneur, alors que ce même État n'a jamais levé le petit doigt pour lui rendre justice. Puis vient la récupération. Sa musique circule partout. Ses paroles sont imprimées sur des posters, des t-shirts, vendus dans les supermarchés. Son image est devenue un business planétaire. Mais au-delà du mythe, il reste une zone grise. Un espace où l'histoire et la légende se mélangent. Où la musique cache des cicatrices politiques. Bob Marley, ou victime du système où politique, violence et espionnage s'entremêlent.
Bob Marley gênait, parce qu'il parlait au peuple mieux que n'importe quel premier ministre, parce qu'il attirait des foules que la politique rêvait de contrôler, parce qu'il incarnait un idéal, dans une île prise en otage par deux superpuissances. Les balles n'ont pas tué sa voix, mais le silence de l'État, lui, a tué la vérité. Alors la question reste entière. Était-il une cible directe ou juste un dommage collatéral dans une guerre froide tropicale? Ce qui est sûr, c'est qu'il était plus fort que les politiques. Sa voix rassemblée, sa musique effrayée. Et pour certains, c'était déjà trop. La vérité, elle, reste verrouillée. Et peut-être qu'elle ne sera jamais ouverte. Mais Marley l'avait déjà dit. Emancipate yourself from mental slavery. Ses ennemis voulaient le faire taire. Mais ces mots, eux, restent une menace pour les puissants. Si tu vois qu'aujourd'hui même un chanteur peut déranger les puissants, alors abonne-toi. Parce que les balles se taisent, mais pas les archives. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et lâcher un j'aime. Au-delà de sa lutte pour les rastas jamaïcains, c'est en fait pour tous les laissés pour compte du tiers-monde que Bob Marley se battait depuis 20 ans. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pensez à checker le lien dans la description pour profiter de l'offre à 2,03 € par mois. L'appli est safe, rapide et te donne accès à tout le contenu bloqué. Et t'as 4 mois gratuits, c'est cadeau.